Le jour de mes 65 ans. Mon mari est arrivé à ma fête avec une femme de 23 ans. Il a regardé tout le monde dans les yeux et il a dit « Je t'apporte ton cadeau, la lettre de divorce ». Tout le monde s'est tu. Et il a continué. « Ma nouvelle petite amie a 23 ans. Toi, tu en as 65. Tu es vieille, tu es fanée, tu es finie. » Je n'ai rien dit. Ce fut le pire jour de ma vie. Mais ce fut aussi le début de sa ruine. Parce que moi. Bonjour, je suis tellement heureuse de vous retrouver ici. Je m'appelle Élise, j'ai 65 ans, et aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire la plus douloureuse et la plus puissante de ma vie. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like sur cette vidéo et dites-moi dans les commentaires d'où vous écoutez. Cela me touche profondément de savoir que vous êtes là. Maintenant, installez-vous. Parce que cette histoire, elle commence par la nuit la plus sombre de mon existence. Je n'ai pas pleuré. Peut-être que j'aurais dû. Peut-être que tout le monde attendait ça de moi. Une femme de 65 ans, avec les cheveux bien coiffés, la robe bleu marine que j'avais achetée spécialement pour ce soir-là, les talons qui serraient un peu trop, le rouge à lèvres rose que ma fille avait choisi parce qu'elle disait qu'il me rajeunissait. Une femme qui devrait s'effondrer, qui devrait crier, qui devrait faire quelque chose. Je n'ai pas pleuré. Je suis restée immobile, comme une statue, comme quelqu'un qui reçoit un coup de couteau dans la poitrine et qui ne sent pas encore la douleur parce que le corps s'effondre avant même de comprendre ce qui s'est passé. C'était mon anniversaire de 65 ans, un samedi d'octobre à Lyon. Le jardin de notre maison était décoré de fleurs blanches et de lumière dorée. Il y avait au moins 80 personnes, mes enfants, mes petits-enfants, mes frères et sœurs, des amis de toujours, des voisins, des collègues du temps où je travaillais encore à l'école publique du 7e arrondissement. Il y avait une longue table couverte de nourriture française comme je l'aime, une quiche, des rillettes, un gâteau à 3 étages que ma fille cadette, Camille, avait passé 2 jours à préparer. Il y avait de la musique douce, des rires, le parfum du vin rouge mélangé au rose que mon mari avait fait commander spécialement. Et c'est là que j'aurais dû comprendre. Parce que Michel ne faisait jamais ça. En 35 ans de mariage, c'était toujours mes enfants qui organisaient mes anniversaires. Michel apparaissait, mangeait, buvait du vin, m'embrassait sur la joue et allait discuter avec ses amis dans un coin du jardin. C'était comme ça, je le savais. J'avais accepté que c'était comme ça. Mais cette année-là, il avait dit « Cette fois, c'est moi qui m'occupe de tout, Élise, tu le mérites. » Et moi, j'avais souri. Mon Dieu, comme j'ai été naïve. Il était presque 20 heures. Le soleil s'était couché. Les lumières étaient allumées. Tout le monde attendait Michel pour commencer le dîner. Il était parti un peu avant, en disant qu'il allait chercher le cadeau. Ma fille Camille m'avait regardée avec un sourire et avait dit « Maman, je crois qu'il a préparé une belle surprise. » J'avais souri encore. J'avais posé la main sur ma poitrine, là où le cœur battait d'une joie timide, de celle qu'on a peur de ressentir trop fort de peur qu'elle disparaisse. Et puis j'ai entendu le portail. Michel est entré. Et il n'était pas seul. À côté de lui, il y avait une jeune femme, grande, des cheveux bruns et lisses, une robe rouge, jeune, très jeune. Elle a regardé le jardin plein de monde, avec un sourire légèrement mal à l'aise, et elle a posé sa main sur le bras de mon mari, avec une familiarité qui a brisé quelque chose en moi avant même que je comprenne ce que je voyais. Le jardin s'est tu. Pas progressivement. Immédiatement. Comme quand quelqu'un coupe le son d'une vidéo d'un coup. Un silence total, suspendu, lourd comme du plomb. Michel a marché jusqu'au centre du jardin. Jusqu'au centre, avec elle à côté. Il a souri. Et c'était un sourire que je ne lui avais jamais vu en 35 ans. Un sourire cruel, calculé, comme s'il avait répété ce moment. Il a sorti une enveloppe de la poche de sa veste, et il me l'a tendue. « Élise », a-t-il dit à voix haute pour que tout le monde entende. « Je t'apporte ton cadeau. » J'ai regardé l'enveloppe, j'ai regardé lui, j'ai regardé la jeune femme en robe rouge. « C'est la lettre de divorce », a-t-il continué, toujours en souriant. « Et voici mon autre cadeau. Je te présente ma nouvelle petite amie. Elle a 23 ans. » Pause. « Toi, tu en as 65.
Tu es vieille, tu es fanée, Élise, tu as fait ton temps. » J'ai entendu l'air sortir des poumons de ma fille Camille comme un sanglot étouffé. J'ai entendu quelqu'un dire « Mon Dieu » derrière moi. J'ai entendu des verres qu'on posait, des chaises qui raclaient, le bruit des pieds de quelqu'un qui s'était levé sans savoir quoi faire. Mais je n'ai pas entendu ma propre voix, parce que je n'ai rien dit. Je regardais Michel, cet homme que j'avais aimé pendant 35 ans, cet homme que j'avais soutenu quand il avait perdu son emploi en 1999, que j'avais porté pendant qu'il reconstruisait sa carrière, que j'avais serré dans mes bras quand son père était mort, que j'avais attendu éveillé d'innombrables nuits quand il voyageait pour le travail. Et là, il se tenait debout dans le jardin de notre maison, devant nos enfants, nos petits-enfants, nos amis, en me traitant de vieille, en me traitant de fanée, en me tendant une lettre de divorce comme si c'était un cadeau d'anniversaire, comme si ma vie entière, tout ce que j'avais donné à cet homme ne valait exactement que ça. Une enveloppe froissée et l'humiliation publique la plus calculée que j'ai jamais vue. J'ai pris l'enveloppe. Je ne l'ai pas ouverte. Je l'ai juste tenue dans mes mains. Je l'ai regardée une dernière fois. Et je suis partie. J'ai traversé le jardin en silence. Je suis passée devant la table avec le gâteau à 3 étages que Camille avait fait avec tant d'amour. Je suis passée devant les visages paralysés de mes amis. Je suis passée devant ma sœur, qui avait la main sur la bouche. Je suis passée devant mon fils aîné, Thomas, qui était debout, les poings serrés, les yeux rouges. J'ai pris mon sac, j'ai pris mes clés, et je suis partie de ma propre fête d'anniversaire. Je me suis assise dans la voiture, et je suis restée là, dans le noir, avec l'enveloppe sur les genoux et le bruit de la fête derrière moi. Une fête que personne n'avait le courage de continuer, mais que personne ne savait comment arrêter non plus. Et c'est là qu'une seule pensée a traversé mon esprit. Claire, rationnelle, calme, précise, comme une voix qui remonte du fond d'un puits profond quand tout le reste a déjà sombré. Il a détruit ma vie en public. Il aura aussi sa vie détruite en public. Ce n'était pas de la colère, c'était une certitude. J'ai démarré la voiture, je suis rentrée à la maison. Et quand je suis arrivée, je me suis assise à la table de la cuisine, cette table où j'avais servi le petit déjeuner à mes enfants pendant des décennies, et j'ai ouvert l'enveloppe, j'ai lu chaque ligne du document. Et ensuite, j'ai fait quelque chose que Michel n'aurait jamais attendu de moi. J'ai pris un carnet, et j'ai commencé à écrire. 7 étapes, c'est ce dont j'avais besoin. Et 7 étapes pour que l'homme qui m'avait humilié devant 80 personnes comprenne, une fois pour toutes, qu'en 35 ans à mes côtés, il avait commis une erreur qui lui coûterait absolument tout. Et j'avais tout le temps du monde pour exécuter chacune d'entre elles. Mais ce que vous ne savez pas encore, c'est ce que je savais déjà, ce que j'avais découvert dans les mois qui avaient précédé cette nuit, ce que Michel ignorait que je savais. Et ça change tout. Il y a une chose que des hommes comme Michel ne comprennent jamais à propos de femmes comme moi. Ils nous voient silencieuses et ils croient que nous sommes aveugles. Ils nous voient patientes et ils croient que nous sommes passives. Ils nous voient douces et ils croient que nous sommes faibles. Mais il y a une différence énorme entre une femme qui ne réagit pas et une femme qui choisit le bon moment pour réagir. J'avais 65 ans. Et pendant les 12 derniers mois, j'avais tout vu. Les voyages avaient commencé en novembre de l'année précédente. Michel avait toujours eu des obligations professionnelles. Il était associé d'une entreprise d'importation de vin, fondée par nous deux en 2003, avec l'argent que j'avais hérité de ma mère. Les voyages faisaient partie de notre routine. Mais il y avait quelque chose de différent dans cela. Il voyageait à Bordeaux un vendredi et revenait un mardi. Avant, il revenait le lundi. Il avait changé le code de son téléphone. Avant, il n'en avait aucun. Il avait commencé à sortir pour dîner avec des clients dans des restaurants que je n'avais jamais entendu mentionner, à des adresses qui n'apparaissaient pas sur Google quand je cherchais. Je lui avais posé la question une fois, avec précaution, sans accusation. « Michel, est-ce que tout va bien ? Tu sembles tellement distant ces derniers temps. » Il m'avait regardé avec cette expression que j'allais apprendre à reconnaître, un mélange de mépris et d'impatience. « Tu inventes des choses, Élise. Tu as toujours été dramatique. Dramatique. Moi, qui n'avais jamais élevé la voix. Moi, qui avais résolu chaque crise de cette famille avec calme. Moi,
dramatique. J'ai avalé et j'ai observé. En mars, j'avais trouvé une facture dans la poche d'un pantalon que j'allais laver. Un hôtel particulier à Paris. 2 jours. Une somme de 2300 €. Je l'avais photographié avec mon téléphone. Je l'avais gardé. En mai, le relevé de la carte bancaire commune, à laquelle j'avais accès depuis toujours parce que c'était moi qui avais ouvert le compte, montrait 3 virements vers un compte que je ne reconnaissais pas. Il totalisait presque 18 000 € en 4 mois. J'avais copié les informations. Je les avais gardées. En juillet, j'avais trouvé sur l'ordinateur du bureau à la maison, là où Michel travaillait quand il était à Lyon, un contrat de location. Un appartement à Paris, dans le 9e arrondissement, signé par mon mari, pour une locataire nommée Isabeau Renard, 23 ans, étudiante en mode. J'avais imprimé le document. Je l'avais gardé, j'avais tout. Mais je n'avais encore rien fait, parce que je ne comprenais pas encore l'étendue réelle de ce qui se passait, et parce que j'avais besoin de comprendre quelque chose de bien plus important, ce que Michel faisait avec l'entreprise, notre entreprise, celle qui était née avec l'argent de l'héritage de ma mère, celle dans laquelle j'étais associé à hauteur de 50% des parts, celle qui, ces 2 dernières années, avait réalisé plus de bénéfices que pendant toute autre période de son histoire. Alors, 3 semaines avant mon anniversaire, j'avais fait quelque chose que Michel n'aurait jamais imaginé que je ferais. J'avais engagé un avocat. Pas n'importe lequel. Maître Fontaine. Un spécialiste en droit des sociétés et en divorce contentieux, avec un cabinet au centre de Lyon, recommandé par mon amie Hélène, qui avait vécu une situation similaire des années auparavant. Je m'étais rendue à son cabinet un jeudi matin, pendant que Michel était à Paris. J'étais arrivée avec une chemise cartonnée. À l'intérieur, toutes les factures, les relevés, le contrat de location, les photographies, un bilan complet des actifs de l'entreprise que j'avais moi-même établi au fil des mois. Et une question. Maître Fontaine, si mon mari essaie de me retirer de la société de l'entreprise que j'ai fondée avec mon propre argent, qu'est-ce qui se passe? Il m'avait regardé, avait ouvert la chemise, avait feuilleté les documents pendant quelques minutes, puis avait retiré ses lunettes. « Madame Moreau, avait-il dit, avec ce que vous m'apportez aujourd'hui, ce n'est pas lui qui va vous retirer quoi que ce soit. C'est vous qui allez lui retirer absolument tout. » Et c'est à ce moment-là que le plan avait vraiment commencé. Pas la nuit de l'anniversaire. Là, dans ce cabinet, 3 semaines avant. Quand Michel avait organisé ma fête, je savais déjà ce qu'il projetait de faire. Il voulait m'humilier pour me déstabiliser, pour que je réagisse de manière émotionnelle, que je casse quelque chose, que je dise quelque chose qu'il pourrait utiliser contre moi, pour que je paraisse instable, déséquilibré, difficile, mais je n'avais rien fait de tout ça, parce que j'avais déjà Maître Fontaine, parce que j'avais déjà les documents, parce que je savais déjà que dans les semaines à venir, pendant que Michel célébrerait sa nouvelle vie avec Isabeau Renard en croyant m'avoir laissé sans rien, j'exécuterais chacune des 7 étapes que j'avais écrites dans ce carnet cette nuit-là. Et la première étape avait déjà été lancée. Mais ce que je n'avais pas encore dit à Maître Fontaine ce jour-là, ce que je n'avais pas encore montré à personne, c'était ce que j'avais découvert en juillet, en feuilletant distraitement les anciens relevés de l'entreprise, un soir où Michel était absent. Une ligne. Une seule ligne dans un tableau de compte que j'aurais pu ne jamais remarquer si je n'avais pas eu ces années d'habitude à lire les chiffres de notre activité. Un virement régulier, mensuel, discret, vers une société que je ne connaissais pas, Domaine de la Clarté, importation de vin, basée à Marseille. J'avais noté le nom, je l'avais gardé pour plus tard. Et, plus tard, était en train d'arriver bien plus vite que Michel ne le pensait. Parce que dans les jours qui avaient suivi mon anniversaire, pendant que tout le monde me regardait avec des yeux pleins de pitié et que Michel attendait mes larmes et mon effondrement, moi je pensais à ce nom. Domaine de la Clarté. Et à la question que je n'avais pas encore eu la réponse. À qui appartenait vraiment cette société? Pourquoi Michel y envoyait-il de l'argent chaque mois depuis 2 ans? Et pourquoi, chaque fois que je regardais les comptes de notre entreprise, ce virement apparaissait sous une étiquette de frais opérationnels sans aucune explication supplémentaire? Quelqu'un savait, et cette personne n'était pas loin. Ce que j'allais découvrir dans les jours suivants allait me couper le souffle, pas à cause de la trahison de Michel,
J'avais déjà accepté celle-là, mais à cause de l'autre trahison, celle que je n'avais pas vue venir, celle qui venait de quelqu'un qui avait mangé à ma table pendant 30 ans. Quelqu'un dont le prénom était connu de mes enfants depuis leur enfance. Quelqu'un en qui Michel avait une confiance absolue. Et c'est précisément pour ça que cette trahison-là allait devenir l'arme la plus puissante de toute l'histoire. Après qu'une femme a été humiliée en public, tout le monde s'attend à ce qu'elle pleure, qu'elle appelle ses amis, qu'elle publie quelque chose sur les réseaux sociaux, qu'elle débarque à la porte de la nouvelle petite amie de son mari, qu'elle envoie des messages furieux à 3 heures du matin. C'est ce qu'on attend. C'est le script que les hommes comme Michel écrivent dans leur tête avant même d'agir. Ils provoquent. Ils attendent la réaction. Et ils utilisent cette réaction pour se justifier, pour se poser en victime, pour dire au monde entier « Vous voyez, c'est pour ça que je suis partie. Elle est instable. Elle est impossible. Elle a toujours été comme ça. » Mais je n'ai rien fait de tout ça. Dans les 3 jours qui ont suivi mon anniversaire, je suis restée dans un silence complet. Je n'ai pas répondu au message de Michel qui demandait quand j'allais signer les documents de divorce. Je n'ai pas répondu à ses appels. Je ne me suis pas présentée à l'entreprise. Je n'ai parlé à personne de ce qui se passait, sauf à Maître Fontaine et à ma fille Camille, que j'avais appelée chez moi le lendemain matin et à qui j'avais demandé une seule chose. « Fais-moi confiance. Ne fais rien encore. » Camille m'avait regardée avec les yeux rouges d'avoir trop pleuré. « Maman, il t'a humiliée devant tout le monde. Comment tu arrives à rester aussi calme ?» Et moi, je lui avais répondu avec une conviction que je n'avais pas encore complètement ressentie moi-même, mais que je savais être vraie, parce que le silence d'une femme tranquille terrifie bien plus que les larmes d'une femme en panique. Et c'était vrai, parce que 2 jours après, Michel m'avait appelé 6 fois en une seule journée. Il n'attendait pas ça, il attendait des cris. Il attendait que je débarque au bureau pour faire une scène. Il attendait que j'aille à Paris. Il attendait que je sois suffisamment instable pour qu'il puisse utiliser ça contre moi dans la procédure. Mais le silence l'avait rendu nerveux. Et la nervosité pousse les gens à commettre des erreurs. L'après-midi du 3e jour, Maître Fontaine m'avait appelé. « Madame Moreau, nous avons reçu la notification officielle de l'avocat de votre mari lançant la procédure de divorce. Il demande la dissolution de la société avec pour motif des désaccords stratégiques entre associés. » J'avais entendu ça, et j'avais souri pour la première fois depuis mon anniversaire. « Parfait », avais-je dit. C'est exactement ce que j'attendais. Parce que Michel avait commis sa première erreur. En déposant la demande de divorce sans attendre ma réponse, sans chercher à négocier, sans savoir ce que j'avais entre les mains, il avait automatiquement déclenché une procédure légale pour laquelle j'étais déjà préparée, et la première étape de mon plan était précisément celle-là. Le laisser croire qu'il avait le contrôle total de la situation. Parce que tant qu'il le croyait, il ne se protégeait pas. Et tant qu'il ne se protégeait pas, je continuais à accumuler. Maître Fontaine avait découvert quelque chose que Michel avait clairement oublié ou ignoré par arrogance. Dans toute la documentation de création de l'entreprise, mon nom apparaissait comme associée fondatrice avec un apport de capital prouvé. L'héritage de ma mère. 120 000 € en 2003. Documenté, enregistré chez le notaire, avec une date, avec une origine prouvée. Toute tentative de dissolution de la société devrait reconnaître cette réalité. Mais il y avait plus. Pendant les mois où j'avais observé en silence, j'avais remarqué quelque chose dans les relevés. Les virements que Michel faisait vers le compte d'Isabeau Renard ne sortaient pas de son compte personnel. Ils sortaient du compte de l'entreprise. 18 000 € en 4 mois. De l'argent de la société utilisé pour financer l'appartement de sa maîtresse. Ça avait un nom dans le droit français. Et ce nom allait apparaître devant un tribunal. La première étape était en train de se mettre en place. Et c'est là, exactement là, que je dois m'arrêter une seconde. Si vous écoutez cette histoire et qu'elle vous touche, abonnez-vous à la chaîne et laissez un like, ça m'aide énormément à continuer. Merci. Maintenant, revenons à ce qui se passait. Parce que le lendemain matin, un jeudi froid et gris, Maître Fontaine m'avait convoqué à son cabinet. Pas par téléphone cette fois, en personne. Et quand un avocat vous convoque en personne sans vous dire pourquoi au téléphone, c'est parce que ce qu'il a à dire ne peut pas être dit autrement. J'étais arrivée à 9 heures précises. La secrétaire m'avait fait entrer immédiatement.
Maître Fontaine était debout derrière son bureau, ce qu'il ne faisait jamais d'habitude. Sur la table, il y avait 3 dossiers. Et à côté des dossiers, un homme que je ne connaissais pas. La cinquantaine. Cheveux gris, costume gris, une expression neutre, professionnelle, de quelqu'un qui a l'habitude de voir des choses graves sans les laisser paraître sur son visage. « Madame Moreau », avait dit Maître Fontaine, « je vous présente Bernard Clerc. Il est expert comptable judiciaire. Je l'ai mandaté, avec votre autorisation en tant qu'associé de la société, pour analyser les mouvements financiers de l'entreprise des 3 dernières années. » Je m'étais assise. Et qu'est-ce qu'il a trouvé? Bernard Clerc avait ouvert le premier dossier. Il avait posé son doigt sur une ligne d'un tableau. Et il avait dit quelque chose que je n'oublierai jamais de ma vie. Pas parce que c'était la phrase la plus dramatique que j'ai jamais entendue, mais parce qu'elle confirmait ce que quelque chose en moi savait déjà sans oser se l'avouer. « Madame Moreau, votre mari détourne des ressources de l'entreprise de manière irrégulière depuis au moins 2 ans. 2 ans. Pas 1, 2. C'est-à-dire avant même qu'Isabeau Renard apparaisse dans l'histoire. J'avais regardé le tableau, les chiffres, les dates, et une certitude froide, absolue, s'était installée en moi comme une pierre qui tombe au fond de l'eau. Ce n'était pas une crise, ce n'était pas un homme qui avait perdu la tête pour une jeune femme, c'était un plan, méthodique, construit dans le temps. Et moi, pendant que je servais le café, que je gérais la maison, que j'aimais cet homme de toutes mes forces, lui construisais quelque chose dans mon dos avec une précision que je n'aurais jamais imaginée. Mais ce que Bernard Clerc allait me révéler ensuite, ce que contenait le 2e dossier sur cette table, allait dépasser tout ce que j'avais pu imaginer. Et ça impliquait un nom. Un nom que je connaissais depuis 30 ans. Un nom que mes enfants avaient appris à prononcer avant même certains mots simples. Un nom qui allait changer la nature entière de ce combat. Il existe un moment dans toute enquête où l'on cesse de chercher des preuves et où l'on commence à trouver des choses que l'on ne savait même pas qu'elles existaient. Ce moment-là, il était arrivé dans le cabinet de Bernard Clerc, ce jeudi matin de novembre, avec le ciel gris de Lyon appuyé contre les vitres et le silence d'une pièce où tout le monde sait que ce qui va être dit va changer quelque chose d'irréversible. Bernard Clerc avait ouvert le 2e dossier. Il avait disposé 3 feuilles sur la table devant moi, côte à côte, avec la précision méthodique de quelqu'un qui a appris à ne jamais présenter une mauvaise nouvelle d'un seul coup, mais toujours par couche, pour laisser à l'esprit le temps de s'adapter avant que la suivante arrive. La première feuille montrait une série de virements réguliers, mensuels, depuis le compte de notre entreprise vers une société basée à Marseille, Domaine de la Clarté. Ce nom que j'avais noté des semaines auparavant et que j'avais gardé au fond de ma mémoire comme une épine que l'on sent sans pouvoir encore l'atteindre. Bernard Clerc avait posé son stylo sur la ligne et avait dit « Cette société existe réellement, elle est active, elle est enregistrée au registre du commerce de Marseille depuis 22 mois. Elle opère dans le même secteur que votre entreprise, importation de vin, elle est directement concurrente. » J'avais regardé les chiffres. La régularité des virements, leur discrétion, leur étiquette dans les comptes de notre société, frais opérationnels divers. Personne ne regardait cette ligne, personne sauf moi. Ce soir de juillet où j'avais feuilleté les relevés en attendant que l'eau du thé chauffe. Et cette société, avais-je dit lentement, elle appartient à qui? Bernard Clerc avait pris la 2e feuille, un extrait du registre des actionnaires du Domaine de la Clarté. Il l'avait posé devant moi sans rien dire d'abord. Parce qu'il savait que je devais lire moi-même, que certaines choses doivent entrer dans les yeux avant d'entrer dans le cœur. J'avais lu. Et le nom que j'avais vu m'avait traversé comme de l'eau glacée. Rémi Castellan. 30 ans d'amitié avec Michel. Le parrain de notre fils cadet, Antoine. Il avait été présent à notre mariage. Il avait passé des Noëls avec nous. Il avait mangé à ma table des centaines de fois. Il m'appelait Élise, avec une familiarité que j'avais toujours prise pour de l'affection et qui n'était, je le comprenais maintenant, que le vernis poli d'un homme qui regardait ce que vous possédiez pendant que vous lui serviez à boire. Michel détournait des clients et des contrats de notre entreprise vers une société concurrente qu'il avait créée en secret avec son meilleur ami.
en utilisant l'argent qui transitait par les livres comptables de notre société sous forme de charges d'exploitation fictive. Depuis 2 ans, j'avais eu besoin d'un moment. Je m'étais levé. J'étais allé jusqu'à la fenêtre du cabinet de Bernard Clerc. Dehors, Lyon continuait son rythme. Le Rhône brillait au loin entre les immeubles. Une ville que j'aimais. Une vie que j'avais construite pierre par pierre, choix après choix, sacrifice après sacrifice. Et pendant tout ce temps, pendant que je construisais, 2 hommes que j'avais accueillis dans ma vie, avec une confiance totale, démolissaient en silence ce que je bâtissais. J'avais respiré profondément. Et j'étais retourné m'asseoir. « Combien ?» avais-je demandé. Bernard Clerc avait retiré ses lunettes. Ce geste que j'apprenais à reconnaître comme le signe que ce qui allait suivre était important. Entre les détournements directs, les contrats redirigés et les pertes subies par l'entreprise du fait de la perte de clients stratégiques. Nous parlons d'un montant compris entre 240 000 et 300 000 euros, madame. 300 000 euros, mon argent, l'argent de ma mère, l'argent de 35 ans de travail commun, l'argent que j'avais mis dans cette société parce que j'avais fait confiance à l'homme que j'avais épousé. J'avais écrit dans le carnet « Étape 2 en cours ». Étendue réelle du préjudice confirmé. Mais Bernard Clerc n'avait pas encore ouvert le 3e dossier. Il l'avait regardé un moment avant de parler. Et cette hésitation, chez un homme aussi mesuré, m'avait alerté plus que n'importe quelle phrase. Madame Moreau, ce que je vais vous montrer maintenant dépasse le cadre strictement comptable de ma mission. Mais Maître Fontaine a estimé que vous deviez en être informé immédiatement. Il avait ouvert le dossier. À l'intérieur, il n'y avait pas des chiffres. Il y avait des copies d'emails. Mon fils Thomas, ingénieur, méthodique, avait récupéré sur l'ordinateur professionnel de la société, avec l'autorisation légale de Maître Fontaine, l'intégralité de la correspondance envoyée par Michel au cours des 2 dernières années vers toute adresse liée au domaine de la clarté ou à Rémi Castellan. 147 emails. Thomas me les avait apportés sur une clé USB 3 jours plus tôt. Je l'avais remise à Maître Fontaine sans les lire moi-même. Je n'avais pas eu le courage encore. Mais là, dans ce cabinet, Bernard Clerc avait posé devant moi la copie d'un seul email, daté d'11 mois avant mon anniversaire. Envoyé par Michel à Rémi Castellan à 23h45 un lundi soir. Je l'avais lu. 1 fois. 2 fois. Dans cet email, Michel écrivait à son meilleur ami avec une précision froide, détaillée, que je n'aurais jamais cru possible de la part de l'homme que j'avais aimé. Il décrivait le plan, le divorce, la fête d'anniversaire qu'il organiserait lui-même, l'humiliation publique calculée pour me faire paraître émotionnellement instable devant témoins, la procédure judiciaire qu'il déclencherait immédiatement après en arguant de mon incapacité à gérer la société. Et il concluait par cette phrase que j'ai relue jusqu'à ce qu'elle soit gravée dans chaque millimètre de ma mémoire. Quand le divorce sera prononcé, j'ai besoin que le domaine soit entièrement à ton nom. Élise ne doit avoir accès à rien de tout ça. Il avait planifié le divorce 11 mois à l'avance. La fête, l'enveloppe, la robe rouge, tout était calculé. Tout était une mise en scène. Et moi, le soir du 12 octobre, dans le jardin de ma propre maison, j'avais été l'actrice principale d'un spectacle que je n'avais pas choisi de jouer. Un spectacle dont il pensait être le seul metteur en scène. Mais il avait fait une erreur que les hommes arrogants font toujours. Il avait sous-estimé la femme en face de lui. Et cette erreur-là, je n'allais pas la lui pardonner. Pas par vengeance. Mais parce que chaque euro détourné, chaque mensonge construit, chaque nuit où il avait regardé mon visage en sachant ce qu'il préparait, tout ça demandait une réponse. Pas émotionnelle, légale, stratégique, implacable. J'étais rentré chez moi ce soir-là avec les 3 dossiers dans ma sacoche. J'avais posé la sacoche sur la table de la cuisine. Et j'avais regardé par la fenêtre le jardin où, 3 semaines plus tôt, il y avait encore des fleurs blanches et des lumières dorées et 80 personnes qui croyaient célébrer mon anniversaire. J'avais pris le carnet et j'avais écrit la 3e étape. Celle qui n'était pas une question de documents. Celle qui n'était pas une question d'argent. Celle qui impliquait une personne que Michel n'avait jamais imaginé que je rencontrerais. Et cette rencontre-là allait provoquer quelque chose que ni lui ni personne dans notre entourage n'aurait pu prévoir. Parce que parfois,
L'alliée la plus puissante qu'une femme puisse trouver est précisément la dernière personne à laquelle tout le monde s'attendrait. Je n'avais jamais aimé Isabeau Renard. C'était évident. Comment aurais-je pu? Elle était la femme que mon mari avait amenée dans mon jardin, devant mes enfants, devant mes amis, le soir de mon anniversaire. Elle était le visage de la trahison. Elle était la robe rouge au milieu de mes fleurs blanches. Et pourtant, cette nuit-là, pendant que tout le monde regardait Michel, pendant que tout le monde regardait l'enveloppe, pendant que tout le monde me regardait moi, j'avais regardé elle. Et j'avais vu quelque chose que personne d'autre n'avait vu, parce que personne d'autre ne cherchait. Elle ne souriait pas. Ses épaules étaient légèrement rentrées vers l'intérieur. Elle regardait le sol. Quand Michel avait dit « vieille et fanée », elle avait fermé les yeux pendant une fraction de seconde, un geste infime, involontaire. Le geste de quelqu'un qui entend quelque chose qui lui fait honte, mais qui ne sait plus comment partir. J'avais gravé cette image dans ma mémoire. 2 semaines après l'anniversaire, j'avais demandé à Camille de trouver tout ce qu'il était possible de savoir sur Isabeau Renard. Pas de manière intrusive. Seulement ce qui était public. Camille m'avait regardé avec cette expression qu'elle avait depuis enfant, quand elle ne comprenait pas une décision que je prenais, mais qu'elle savait, au fond, que j'avais mes raisons. Elle n'avait pas posé de questions. Elle était revenue 2 jours plus tard. Isabeau Renard avait 23 ans. Elle venait d'une famille modeste de Toulouse. Elle avait obtenu une bourse pour étudier la mode à Paris. Elle avait commencé à fréquenter Michel 1 an auparavant, lors d'événements professionnels du secteur textile auxquels elle assistait comme stagiaire pour un magazine de mode. Et il y avait autre chose. Camille avait trouvé une interview qu'Isabeau avait accordée à un blog de mode universitaire, 8 mois avant mon anniversaire. Une interview longue sur la carrière, les rêves, les difficultés. À un moment, l'intervieweuse lui avait demandé quels étaient les défis d'être jeune dans le milieu professionnel parisien. Et Isabeau avait répondu avec des mots que j'avais lus 3 fois de suite, lentement, parce qu'ils disaient quelque chose que les mots ne disent pas toujours aussi directement. Elle avait dit « Le plus difficile, c'est que les gens ne vous prennent pas au sérieux. Parfois, on réalise qu'on est utilisé bien plus que valorisé. Et quand on s'en rend compte, on a déjà investi trop de temps pour tout abandonner. » 8 mois avant, elle savait déjà. J'avais relu cette phrase. Et quelque chose en moi, quelque chose qui n'était pas de la pitié, mais qui lui ressemblait sans en être tout à fait, avait reconnu dans ces mots une vérité que les femmes de générations très différentes peuvent partager sans se l'être jamais dit. Celle d'avoir été regardée sans être vraiment vue. Celle d'avoir été choisie pour une fonction plutôt que pour ce qu'on est. Isabeau et moi n'avions rien en commun en apparence. Mais dans ce que Michel nous avait fait à toutes les deux, il y avait une symétrie que lui seul n'avait pas vue. J'avais dit à Camille, « J'ai besoin de lui parler. » Camille avait posé sa tasse. « Maman, tu plaisantes ? » « Non. » Elle était dans le jardin, avec lui, en robe rouge. « Je sais. C'est exactement pour ça que j'ai besoin de lui parler. » Il avait fallu 4 jours pour établir le contact, par un message discret envoyé depuis un compte que Camille avait créé, disant simplement qu'il y avait quelque chose d'important qu'Isabeau devait savoir sur l'homme avec qui elle était. Elle avait répondu. Et nous nous étions retrouvés dans un café du 4e arrondissement, à Paris, un jeudi après-midi froid, avec une pluie fine qui rendait les pavés luisants et les gens pressés. J'étais arrivée la première. J'avais commandé un café. J'avais attendu. Quand elle était entrée, elle m'avait reconnue immédiatement. Elle s'était arrêtée dans l'embrasure de la porte. Pendant 1 seconde, j'avais cru qu'elle allait repartir. Ses yeux avaient fait le tour du café, comme quelqu'un qui cherche une sortie de secours. Puis, elle avait respiré. Et elle était venue jusqu'à la table. Elle s'était assise en face de moi sans dire un mot. Ses mains étaient posées à plat sur la table. Ses ongles étaient sans vernis. Elle ne portait pas la robe rouge. Elle portait un pull gris, simple, et ses cheveux étaient attachés. Elle avait l'air plus jeune encore que dans mon jardin, et aussi plus fatiguée. C'est moi qui avais parlé en premier. Je ne suis pas là pour t'attaquer. Je suis là parce que je crois que tu mérites de savoir avec qui tu traites vraiment. Elle m'avait regardé avec une expression que j'avais reconnue. L'expression de quelqu'un qui sait déjà, mais qui attend une confirmation.
Comme si mettre des mots sur ce qu'on ressent depuis des mois demandait la voix de quelqu'un d'autre pour devenir réel. J'avais ouvert ma chemise. Et j'avais posé sur la table 3 documents seulement. Le relevé avec les virements de l'entreprise vers son appartement. L'email où Michel écrivait à Rémi Castellan qu'il devait cacher le domaine de la Clarté avant le divorce. Et un 3e document que Maître Fontaine avait préparé. Un rapport montrant que Michel avait déjà été marié avant moi, dans les années 80, avec une séparation litigieuse et des accusations de détournement de biens conjugaux clôturées par un accord extrajudiciaire. Un schéma, répété, sur plusieurs décennies, avec plusieurs femmes. Isabeau avait pris les documents. Elle les avait lus en silence pendant plusieurs minutes. La pluie frappait doucement les vitres du café. Un serveur passait entre les tables sans nous regarder. Dehors, Paris continuait comme si rien ne se passait, comme cette ville sait le faire mieux que n'importe quelle autre au monde. Elle avait refermé la chemise. Elle avait pris son café. Elle avait regardé par la fenêtre. « Qu'est-ce que tu veux de moi ?» avait-elle demandé. « Rien que tu ne veuilles pas donner toi-même », avais-je répondu. « Mais si un jour tu décides de dire la vérité sur ce que tu sais, je veux que tu saches que tu as un soutien. » Elle n'avait plus rien dit ce jour-là. Mais avant de se lever, elle avait posé sa main sur la mienne pendant 1 seconde. Juste 1 seconde. Et dans ce geste silencieux, j'avais compris quelque chose. Cette jeune femme n'était pas mon ennemie. Elle avait été, comme moi, une pièce dans un jeu dont Michel était le seul à connaître toutes les règles. Et elle aussi, à sa manière, avait quelque chose à récupérer. La 4e étape était plantée. La 5e étape, elle, était une question de droit pur. Maître Fontaine m'avait conseillé de déposer formellement, en tant qu'associé détenant 50% de la société, une demande d'audit légal des livres comptables des 3 dernières années. La demande avait été enregistrée officiellement auprès du greffe du tribunal de commerce de Lyon. À partir de ce moment précis, tout mouvement financier de l'entreprise était sous surveillance légale. Michel ne pouvait plus rien transférer, ne pouvait plus vendre aucun actif, ne pouvait plus résilier aucun contrat stratégique, ne pouvait plus faire absolument rien sans que je le sache et sans que ça laisse une trace. Il était paralysé, mais il ne le savait pas encore, parce que personne ne l'avait averti. Et la notification officielle, je l'avais demandée par courrier recommandé, pour une date que j'avais choisie avec Maître Fontaine après une longue conversation un soir de novembre autour d'une tasse de tisane dans son cabinet. Pas une date au hasard, une date précise, calculée, qui coïnciderait avec quelque chose que Michel attendait avec une impatience que je pouvais presque sentir de chez moi, quelque chose qui lui tenait à cœur depuis 15 ans, quelque chose où il voulait être applaudi, reconnu, célébré. Et c'est exactement là, dans ce moment qu'il avait choisi pour briller, que tout allait s'effondrer sur lui. Rémi Castellan. 30 ans d'amitié avec Michel. Le parrain de mon fils cadet, Antoine. Il avait été présent à notre mariage en juin 1990, dans cette petite église de caluire et cuir, avec les pierres dorées et les vitraux qui projetaient des taches de couleur sur les visages des invités. Il avait porté Antoine dans ses bras quand Antoine avait 3 semaines. Il avait bu du champagne dans ma cuisine plus de fois que je ne pouvais compter. Il m'avait appelée Élise pendant 30 ans avec un sourire que je prenais pour de la chaleur et qui n'était, je le comprenais maintenant dans toute sa clarté froide, que le masque confortable d'un homme qui regardait ce que vous possédiez pendant que vous lui tendiez votre verre. Mais Rémi Castellan avait un problème sérieux, que je ne connaissais pas avant, mais que Thomas avait découvert en parcourant les emails récupérés sur l'ordinateur de la société. Un problème qui ne concernait pas notre entreprise, ni le domaine de la clarté, ni Michel. Un problème qui était entièrement le sien et qui existait bien avant que tout ça commence. Rémi devait de l'argent, pas à une banque, à des investisseurs privés qui avaient financé une opération précédente, un projet d'importation de bières artisanales belges qui avait fait faillite en 2022 après 18 mois d'activité déficitaire. Ces investisseurs réclamaient leur dû, avec des intérêts, et avec une impatience qui, à en juger par le ton de certains messages que Thomas avait trouvés dans la correspondance indirecte, commençait à dépasser le cadre de la simple relance commerciale. Le domaine de la clarté était la sortie de Rémi.
C'était l'entreprise qu'il avait construite avec Michel pour rembourser ses dettes, retrouver une stabilité et se repositionner dans le secteur. Sans elle, il n'avait rien. Et maintenant, avec l'audit que j'avais déclenché, avec la procédure de divorce qui gelait tous les actifs communs, avec Michel incapable de faire transiter le moindre euro vers Marseille sans laisser une trace légale, le domaine de la clarté n'avait plus de flux, plus de clients détournés, plus d'argent fictif habillé en charges opérationnelles. Le bateau coulait. Et Rémi Castellan était le premier à le sentir. J'avais besoin de lui donner une seule chose, un motif de sauter avant que Michel ne réalise que le bateau coulait. Maître Fontaine m'avait conseillé avec une précision chirurgicale dont je mesurais chaque jour davantage la valeur. Ne contactez pas Castellan directement, Madame Moreau. Laissez-le savoir par des canaux neutres que l'enquête a déjà atteint son nom et qu'il existe une différence légale considérable entre être le complice sous investigation et être le témoin qui coopère volontairement avec la justice. La différence était simple, mais absolue. Celui qui coopérait pouvait être traité comme témoin. Celui qui ne coopérait pas serait traité comme prévenu. Dans un dossier avec des pièces aussi solides que les nôtres, cette distinction valait tout. L'information était parvenue à Rémi Castellan un lundi après-midi. Le mardi matin, l'avocat de Rémi Castellan avait appelé le cabinet de Maître Fontaine. Rémi voulait parler. Je n'étais pas présente lors de ces échanges. Je n'avais pas besoin de l'être. Maître Fontaine me tenait informé chaque soir par une communication téléphonique de 10 minutes, toujours objective, toujours précise, sans dramatisation inutile. C'était ce que j'appréciais chez lui. Il traitait chaque information comme un fait, pas comme un spectacle. Et dans la situation où je me trouvais, avoir quelqu'un qui parlait de faits sans les enrober d'émotions était exactement ce dont j'avais besoin. Ce que Rémi Castellan avait livré dépassait ce que j'attendais. Il avait confirmé les détournements, confirmé les montants, confirmé la création délibérée du domaine de la clarté comme structure destinée à absorber les actifs et les clients de notre société avant la dissolution forcée de celle-ci. Mais il avait livré quelque chose de plus, quelque chose que je n'avais pas demandé et que je n'aurais peut-être jamais pu obtenir autrement. Une série de messages vocaux que Michel lui avait envoyés au cours des derniers mois, enregistrés sur son téléphone et que Rémi avait conservés sans que Michel le sache, probablement par instinct de protection, comme une assurance qu'il gardait dans sa poche, sans savoir encore quand il en aurait besoin. Maître Fontaine me les avait fait écouter dans son cabinet, un soir de novembre, avec la pluie contre les vitres et la lumière jaune de sa lampe de bureau comme seul éclairage. Dans ses messages, Michel parlait avec une désinvolture qui me glaçait davantage que la colère n'aurait pu le faire. Il décrivait le plan. La fête d'anniversaire organisée de ses propres mains pour contrôler le cadre. L'humiliation publique calculée pour me déstabiliser émotionnellement devant témoins. La procédure judiciaire immédiate après pour arguer de mon incapacité à gérer la société sur la base de mon comportement. Il utilisait des mots précis, détachés, comme quelqu'un qui planifie une opération commerciale et non la destruction de la femme avec qui il avait dormi pendant 35 ans. Et dans un message envoyé 6 semaines avant mon anniversaire, il disait à Rémi, avec un calme qui me parut plus brutal que n'importe quel cri, « Elle ne verra rien venir, elle a toujours été trop confiante, c'est ce qui la perdra. » J'avais écouté cette phrase une fois, je n'avais pas demandé à l'écouter une deuxième fois. J'avais regardé Maître Fontaine. Il me regardait avec cette expression mesurée qui ne laissait rien paraître mais qui, ce soir-là, contenait quelque chose qui ressemblait à de la colère contenue. Pas pour moi, pour la chose elle-même, pour ce qu'un être humain peut faire à un autre avec autant de méthode. J'avais pris mon sac. J'avais dit « Maître Fontaine, où en sommes-nous exactement ?» Il avait ouvert son agenda. Avec les éléments apportés par Castellan, le dossier est désormais complet sur le plan pénal. Nous avons les détournements, les preuves documentées, la confirmation orale enregistrée et la coopération d'un des deux protagonistes. Votre mari ne peut plus rien contester sans se contredire sur des éléments déjà versés au dossier. Et le 12 décembre, avais-je demandé. Il avait souri, légèrement, discrètement, comme quelqu'un qui apprécie la rigueur d'un plan bien construit. La notification sera envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception. Elle arrivera à l'adresse professionnelle de Michel ce jour-là, comme convenu.
J'étais rentrée chez moi à pied ce soir-là, malgré la pluie. Lyon était silencieuse à cette heure. Les quais du Rhône brillaient sous les réverbères. Je marchais lentement, avec ma sacoche sous le bras et les mains dans les poches de mon manteau, et je pensais à Rémi Castellan, à ses 30 ans, à tous ses repas, à tous ses Noëls, à toutes ces fois où il avait regardé cet homme que j'aimais avec une loyauté de façade pendant qu'il construisait quelque chose contre nous deux, dans le dos de chacun de nous, puisqu'au fond, Michel l'utilisait lui aussi pour se protéger. Et quand il avait fallu choisir entre la fidélité et la survie, Rémi avait choisi, comme la plupart des gens choisissent quand ils ont le dos au mur. Il avait choisi de se sauver lui-même, et ce faisant, sans le vouloir, sans le savoir, il avait fourni la dernière pièce du puzzle. Il ne restait plus qu'une étape, la 7e, celle que j'avais gardée pour la fin, celle que j'avais écrite en dernier dans le carnet cette nuit d'octobre, à la table de ma cuisine, avec le document de divorce posé à côté, et le silence de la maison autour de moi. Celle qui n'était pas une question d'argent, ni de droit, ni de documents, ni d'avocat, ni de comptable, ni de messages vocaux enregistrés à l'insu de quelqu'un. Celle qui était une question de lieu, de moment, de public. Parce que Michel avait choisi de me détruire en public, et je n'avais jamais eu l'intention de lui répondre autrement. Il avait un rendez-vous qui l'attendait depuis des semaines avec la satisfaction tranquille de quelqu'un qui croit avoir gagné. Un événement où il comptait être applaudi, reconnu, célébré. Un soir où il pensait que le monde allait lui donner raison. Et ce soir-là, il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Moi, si. Michel avait une vanité particulière. Chaque année, en décembre, la Chambre de commerce de Lyon organisait un dîner de gala pour les entrepreneurs du secteur des vins et de l'importation de la région. Un événement traditionnel, élégant, fréquenté par les familles les plus établies du milieu. Des tables rondes avec des nappes blanches, des verres en cristal, des costumes sombres et des robes de soirée. La salle des fêtes de l'hôtel de ville, avec ses dorures et ses lustres qui projetaient une lumière chaude et flatteuse sur tous ceux qui voulaient croire qu'ils méritaient d'être là. Michel ne manquait pas un seul de ses dîners depuis 15 ans. Il adorait être reconnu. Il adorait les poignées de main, les sourires appuyés, les conversations d'affaires qui ressemblaient davantage à des félicitations mutuelles qu'à des réunions de travail. Dans ce monde-là, il se sentait quelqu'un. Et cette année, il avait une raison supplémentaire d'y tenir plus qu'à n'importe quelle autre édition. Il allait être honoré. Il avait été désigné parmi les entrepreneurs distingués de l'année, une reconnaissance remise chaque décembre à un nombre restreint de professionnels du secteur. La désignation datait de plusieurs mois, bien avant que tout éclate. Il monterait sur scène, il recevrait une plaque, il donnerait un discours. Et il serait là, debout sous les projecteurs, avec sa nouvelle vie commencée et sa vieille vie derrière lui, dans cette salle pleine de gens qui le regarderaient avec l'admiration qu'il avait toujours cherchée. C'est du moins ce qu'il croyait. Le dîner était le 12 décembre. Quand Thomas m'avait dit qu'il avait reçu son invitation, j'avais raccroché le téléphone, j'étais allé jusqu'à la fenêtre de mon appartement, j'avais regardé le Rhône en bas, gris sous le ciel de novembre, et j'avais senti quelque chose se stabiliser en moi comme une boussole qui trouve enfin le nord après avoir tourné longtemps dans tous les sens. J'avais appelé Maître Fontaine. Le 12 décembre, avais-je dit. Il y avait eu un silence d'une seconde. Puis, entendu. La 7e étape pouvait commencer. Maître Fontaine connaissait le président de la Chambre de commerce depuis des années. Pas dans un rapport d'affaires. Dans un rapport de confiance professionnelle construite au fil du temps, comme il se construisait dans ce milieu, lentement, par des actes et non par des discours. Il l'avait contacté discrètement. Pas pour lui demander une faveur, pour lui communiquer des faits. Des faits documentés, enregistrés, versés dans une procédure judiciaire officielle. Le président de la Chambre avait le droit de savoir que l'un des entrepreneurs qu'il s'apprêtait à distinguer publiquement faisait l'objet d'une investigation formelle pour détournement de fonds sociaux. Ce n'était pas une accusation. C'était une réalité légale que la Chambre de commerce avait la responsabilité de prendre en compte avant de remettre une distinction en son nom. Le président avait écouté. Il avait pris le temps de lire les documents que Maître Fontaine lui avait transmis en main propre. Et il avait pris une décision qui lui appartenait entièrement
et que je n'avais ni demandé ni orienté dans sa forme précise. Il ferait un communiqué au cours du dîner. Pas une accusation publique, une communication officielle, sobre, informant les membres présents qu'une procédure judiciaire était en cours concernant la société Moreau et Associés et que les distinctions attribuées cette année seraient réévaluées à l'issue de cette procédure. La notification recommandée partirait ce même jour. Michel la recevrait en arrivant à l'événement. Il lirait le document dans le couloir de l'hôtel de ville avant même d'entrer dans la salle. Et ensuite, il entrerait quand même, parce que les hommes comme Michel entrent toujours, parce qu'ils ne peuvent pas s'en empêcher. Parce que renoncer serait admettre quelque chose qu'ils ne sont pas encore prêts à admettre. Il y avait une dernière couche. Isabeau Renard m'avait appelé 3 jours avant le 12 décembre. Sa voix était différente de celle du café parisien. Plus ferme, plus décidée. Comme quelqu'un qui a passé des semaines à réfléchir et qui a finalement choisi son camp, non pas parce qu'on le lui avait demandé, mais parce qu'elle avait regardé la situation en face et décidé qu'elle ne voulait plus en faire partie. « Je serai là le 12 décembre, avait-elle dit. Et si Michel essaie de me présenter comme sa compagne devant ces gens, je dirai publiquement que notre relation est terminée. Et je dirai pourquoi. » J'avais tenu le téléphone en silence pendant un moment. « Tu n'es pas obligé de faire ça. » « Je sais que je n'y suis pas obligée, avait-elle répondu. « C'est pour ça que je le fais. » Je n'avais rien ajouté. Il n'y avait rien à ajouter. Le 12 décembre était arrivé avec le froid propre et sec des hivers lyonnais. Le ciel était dégagé et noir au-dessus des toits. Les rues du Vieux Lyon brillaient sous les décorations de Noël installées depuis la semaine précédente. Je n'étais pas allée au dîner. Je n'avais pas eu besoin d'y aller. Ce n'était pas mon théâtre. Je n'avais pas à être présente pour que les choses se passent. J'avais construit chaque étape pour que le plan fonctionne sans moi au centre. Parce que ce soir-là, ma présence aurait déplacé l'attention. Et l'attention devait rester là où elle devait être. J'étais restée chez moi avec Camille. Nous avions préparé une soupe, nous avions allumé des bougies sur la table de la cuisine. Nous avions parlé de choses simples, d'un voyage que nous avions fait ensemble en Bretagne quand elle avait 12 ans, d'un restaurant que Thomas voulait nous emmener découvrir après les fêtes, du chat que le voisin du dessus avait adopté et qui grattait parfois le plancher la nuit. Des choses ordinaires, des choses vraies. Des choses qui existaient indépendamment de tout le reste et qui continueraient d'exister après. Thomas était au dîner. Il m'envoyait des messages. À 21h14. Il est arrivé, il a lu la notification, il est blême. Je posai la cuillère à soupe. Camille me regarda. Je ne dis rien. À 21h32, Isabeau est arrivée séparément. Elle n'est pas avec lui. Camille ferma les yeux une seconde. À 21h55, on l'appelle pour monter sur scène. Je me levai. J'allais jusqu'à la fenêtre. Le Rhône était sombre en bas. Une péniche passait lentement, ses lumières reflétées dans l'eau noire. À 22h03, le président a fait le communiqué. Silence total dans la salle. À 22h07, il a essayé de parler. Sa voix a flanché. Je restais debout à la fenêtre sans bouger. À 22h19, Isabeau a pris la parole. Elle a dit que leur relation était terminée. Elle a dit qu'elle avait appris que l'argent qui payait son appartement venait de la société, à son insu. Elle a dit qu'elle refusait d'être complice de quoi que ce soit. Sa voix était calme. Tout le monde l'écoutait. À 22h21, « Maman, il est sorti de la salle seul. » Je lus ce message 3 fois. Puis je posai le téléphone sur le rebord de la fenêtre. Camille était debout à côté de moi sans que je l'aie entendu venir. Elle posa sa tête contre mon épaule. Nous restâmes ainsi sans parler pendant un long moment, avec la soupe qui refroidissait sur la table et les bougies qui brûlaient doucement derrière nous, et Lyon qui continuait en bas comme elle avait toujours continué, indifférente et belle et permanente. Je ne ressentis pas de triomphe. Je ressentis quelque chose de plus silencieux. Quelque chose qui n'a pas tout à fait de nom, mais qui ressemble à ce qu'on éprouve quand un poids qu'on portait depuis si longtemps qu'on avait oublié qu'il était là, disparaît enfin. Pas de légèreté soudaine, juste l'absence d'une pesanteur. Et dans cette absence, quelque chose qui ressemblait, timidement, prudemment, à la possibilité d'un autre commencement. Mais l'histoire n'était pas encore terminée.
parce que ce qui se passa dans les semaines qui suivirent le 12 décembre fut plus profond, plus durable et plus décisif que tout ce que cette nuit avait pu accomplir. Et ça n'avait plus rien à voir avec Michel. Ça avait tout à voir avec moi. La procédure de divorce dura 8 mois. Ce n'était pas simple. Ce n'était pas rapide. Et ce ne fut pas sans douleur. Il y eut des nuits où je me réveillais à 4 heures du matin avec le cœur qui battait trop vite et un poids dans la poitrine qui semblait impossible à porter. Il y eut des matins où le silence de l'appartement pesait d'une façon que je n'avais pas anticipée. Un silence différent de celui que j'avais choisi. Un silence qui n'était pas de la paix, mais de l'absence. Il y eut des jours où 35 ans d'effets en quelques mois pesaient plus lourd que n'importe quelle injustice. Il y eut des jours où je pleurais. Pas dans le jardin le soir de mon anniversaire. Pas devant mes enfants. Pas devant Maître Fontaine. Mais seul, dans ma salle de bain, avec l'eau froide du robinet que j'avais oublié de régler et que je ne réglais pas parce que je ne le remarquais même plus. Je dis ça parce que je veux que vous compreniez quelque chose. Cette histoire n'est pas celle d'une femme qui n'a pas souffert. C'est celle d'une femme qui a choisi de ne pas laisser la souffrance prendre les décisions à sa place. Ce sont deux choses très différentes. Avec les preuves réunies par Bernard Clerc, avec les emails récupérés par Thomas, avec le témoignage formel de Rémi Castellan et avec la déclaration officielle d'Isabeau Renard versée au dossier, la procédure avança avec une clarté que même l'avocat de Michel ne pouvait pas contester sans se ridiculiser. La tentative de Michel d'invoquer mon incapacité de gestion fut classée sans suite dès la première audience. Il n'existait pas un seul document, pas un seul chiffre, pas un seul témoignage qui la soutienne. Ce qui existait, c'était l'inverse exact. Le tribunal de commerce de Lyon reconnut formellement ma qualité d'associée fondatrice avec apport de capital prouvé. L'héritage de ma mère. 120 000 €. Documenté, daté, irréfutable. Toute la construction que Michel avait élaborée pendant 2 ans pour me priver de ce qui m'appartenait s'effondra contre cette réalité simple et solide comme un mur de pierre. L'accord final fut homologué par le tribunal en juillet de l'année suivante. Je reçus ma part intégrale de la société. Les détournements furent qualifiés juridiquement d'abus de biens sociaux. Michel fut condamné à rembourser les sommes détournées avec intérêt. Le domaine de la clarté fut dissous par décision de justice. Rémi Castellan perdit l'entreprise qui devait le sauver de ses dettes, perdit 30 ans d'amitié et se retrouva face à ses créanciers privés sans aucun des actifs qu'il avait espéré constituer. Michel se retrouva avec la moitié de ce qu'il avait possédé et aucune des choses qu'il pensait obtenir. Je n'écris pas cela avec de la joie. Je l'écris comme un fait, parce que cette histoire n'a jamais été une histoire de vengeance. La vengeance, c'est quand on agit par impulsion, par douleur, pour que l'autre souffre autant qu'on a souffert soi-même. Je n'ai pas fait ça. Ce que j'ai fait, c'est protéger ce qui m'appartenait par droit, récupérer ce qui avait été pris par tromperie, et répondre à une humiliation publique avec la seule arme qui méritait d'être utilisée, l'intelligence et le temps. Il y a une différence immense. 6 mois après la fin de la procédure, je vendis ma part de la société à un groupe d'investisseurs du secteur, pour un prix juste, évalué avec précision par des conseillers que j'avais choisis moi-même. Avec une partie de cet argent, je louais un appartement dans le centre de Lyon. Petit, lumineux, avec des fenêtres qui donnaient sur le Rhône. Je choisis chaque meuble moi-même pour la première fois de ma vie adulte, non pas en pensant au goût de quelqu'un d'autre, mais uniquement au mien. J'achetais des plantes. J'achetais des livres que j'avais voulu lire depuis des années et que je n'avais jamais eu le temps d'ouvrir. Je cuisinais pour moi-même avec une liberté que je n'avais pas connue depuis si longtemps que j'avais presque oublié ce que ça faisait. Camille venait me voir le vendredi. Elle apportait toujours quelque chose, du pain, du fromage, une bouteille de vin qu'elle avait choisie avec soin parce qu'elle savait que depuis tout ce temps passé dans le secteur, j'avais des goûts précis. Nous dînions ensemble, nous parlions, parfois de l'affaire, mais de moins en moins, de plus en plus d'autres choses, de ce qu'elle construisait dans sa propre vie, de ce que je voulais construire dans la mienne. Thomas appelait le dimanche matin, toujours à la même heure, comme un rituel qu'il avait instauré sans qu'on en parle, parce que c'est le genre de fils qu'il est, le genre qui comprend qu'une habitude régulière est parfois plus précieuse qu'une déclaration. Antoine, le plus jeune,
celui dont Rémi avait été le parrain, celui qui avait eu le plus de mal à choisir, celui que je n'avais pas pressé parce que je savais que la loyauté d'un fils envers son père est une chose complexe et douloureuse qu'on ne peut pas résoudre à la place de quelqu'un, Antoine était venu un soir de mars. Il avait sonné à ma porte sans prévenir. Il tenait une bouteille de vin rouge dans chaque main. Il m'avait regardé avec les yeux de l'enfant qu'il avait été et la gêne de l'adulte qu'il était devenu. Et il avait dit simplement « Maman, je suis désolé de ne pas être venu plus tôt. » Je l'avais fait entrer. Nous avions ouvert une des bouteilles. Nous nous étions assis à la table de la cuisine avec les fenêtres ouvertes sur la nuit lyonnaise et nous avions parlé pendant 3 heures. Pas de Michel, pas de l'affaire, pas de ce qui s'était passé, de tout ce qui existait avant ça et de tout ce qui pouvait exister après. De la Provence où nous étions allés en vacances quand il avait 7 ans et qu'il avait mangé tellement de melons qu'il avait eu mal au ventre 2 jours. De son travail qu'il aimait sans se l'avouer vraiment. De la femme avec qui il vivait depuis 2 ans et que je n'avais rencontrée qu'une seule fois, de ce qu'il voulait pour les prochaines années. Ce fut peut-être la conversation la plus honnête que nous ayons jamais eue. J'avais 65 ans et demi ce soir-là, et je comprenais quelque chose que je n'avais pas eu la clarté de voir avant tout ça. On croit souvent que le pire moment de sa vie est une interruption, un accident sur un chemin qui aurait pu continuer autrement, quelque chose qui brise ce qui était en train de se construire. Mais parfois, le pire moment n'est pas une interruption, c'est une révélation. La révélation que le chemin sur lequel on marchait depuis des années n'était pas vraiment le nôtre, qu'on l'avait suivi par habitude, par loyauté, par amour d'une version de quelqu'un qui n'existait peut-être plus depuis longtemps, ou qui n'avait peut-être jamais tout à fait existé comme on le croyait, et que l'interruption, aussi brutale, aussi cruelle, aussi publiquement humiliante soit-elle, était peut-être la seule façon pour ce chemin-là de se terminer. Je ne pardonne pas ce que Michel a fait. Je ne dis pas que c'était juste. Je ne dis pas que la douleur n'était pas réelle. Elle l'était. Elle l'est encore parfois, à des heures inattendues, quand un détail anodin la fait remonter sans prévenir, l'odeur d'un vin particulier, une lumière de fin d'après-midi en octobre, le bruit d'un portail qui s'ouvre. Mais je suis debout. Je suis debout dans un appartement que j'ai choisi, dans une vie que je construis selon mes propres termes, avec des enfants qui savent maintenant, avec une certitude qu'aucune circonstance ne pourra leur retirer, de quelle sorte de femme ils descendent. Le jour de mes 65 ans, mon mari croyait me remettre une enveloppe. En réalité, sans le savoir, sans l'avoir voulu, sans en mesurer un seul instant les conséquences, il me rendait quelque chose qu'il m'avait pris depuis bien plus longtemps que je ne voulais me l'admettre. Il me rendait ma propre vie. Et moi, avec beaucoup de calme, avec cette étape écrite dans un carnet à la table d'une cuisine silencieuse, avec l'aide d'un avocat rigoureux, d'un fils méthodique, d'une fille courageuse, et d'une jeune femme en pull gris dans un café parisien sous la pluie, j'en ai fait exactement ce que je voulais. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire vous a touché, si elle a résonné avec quelque chose que vous portez, laissez un commentaire en bas. Dites-moi d'où vous écoutez. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. Parce que les histoires comme celle-ci méritent d'être entendues. Et moi, j'ai encore des choses à raconter.